Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La librairie des livres interdits de Marc Lévy, publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, nous allons rencontrer Michel dit Mitch. Il est le fils d'une relieuse et d'un ouvrier mécanicien dans une imprimerie. Il a toujours baigné dans les livres. Son père est mort d'un accident du travail lorsqu'il avait 51 ans, laissant derrière lui sa femme et son fils. Après la mort de son mari, la mère de Mitch est partie vivre dans le sud du pays. Mère et fils se sont un peu éloignés, jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'être placée dans une maison médicalisée pour des raisons de sénilité avancée. Depuis 4 ans, elle vit à la résidence des Églantines et Mitch vient de temps en temps la voir dans ce mouroir hors de prix. À la mort de son père, Mitch s'est acheté un petit studio et une librairie. Grâce à la somme héritée, il a pu s'offrir son rêve. Le précédent propriétaire, un antiquaire, lui a raconté l'histoire du sous-sol de la boutique, comme le précédent propriétaire l'avait fait avec lui à l'époque. Le sous-sol renfermerait possiblement une pièce secrète cachée derrière le mur en briques. Selon la légende, au début du siècle, le marchand qui travaillait là y cachait des bijoux et des œuvres d'art de provenance incertaine, voire douteuse. Lorsqu'un client mécontent a prévenu les autorités de ses activités souterraines, le marchand, n'ayant pas le temps de déplacer tout ce qui avait pu l'incriminer, a préféré tout cacher définitivement derrière un mur de briques qu'il a monté lui-même en une nuit. Une fois devenu le propriétaire de cette boutique, Mitch a mis tout en œuvre pour remettre en état la boutique et l'aménager en librairie. L'histoire de la pièce secrète tourne dans un coin de sa tête et un soir il décide de donner un petit coup de pioche ou deux, histoire de vérifier si la légende de son sous-sol est fondée. Après quelques minutes d'effort, par le petit trou fraîchement ouvert et grâce à sa faible lampe torche, Mitch découvre des longues étagères sur 2 murs, des malles, une table, des fauteuils ainsi qu'un comptoir avec des tabourets. À ce moment, la motivation de Mitch à faire tomber ce mur est décuplée et avec sa compréhension de l'empressement du marchand à emmurer cette pièce qui était bien plus qu'une simple pièce de stockage. En bon bricoleur, Mitch a refait l'électricité de cette nouvelle salle secrète pour y découvrir un joli parquet en châtaignier, des meubles de bonne facture, 6 tabourets alignés devant un comptoir en zinc, 2 canapés, des fauteuils club, 3 tables, 18 chaises, un vieux coffre, et cerise sur le gâteau, des rangées d'étagères qui couvrent toute la longueur du mur du fond. Le premier constat est que cette pièce fut à un moment un tripot. Durant 2 mois, après la percée du mur en briques, Mitch s'est consacré à la restauration de cette salle secrète tout en tenant sa librairie ouverte. Une fois installé, Mitch entame le rangement de ses 437 livres figurant sur la nouvelle liste noire du gouvernement. Car oui, depuis la promulgation de la loi HB 1467 par le gouvernement en difficulté électorale, visant à interdire aux libraires de vendre certains titres et aux bibliothécaires de les proposer, il n'y a pas moins de 1400 œuvres proscrites. Dans cette liste, amenée à grossir, on y trouve des titres qui risquent de diviser la société, la rendant honteuse ou coupable d'un passé qui n'est pas le sien, ceux qui instruisent sur l'esclavage, le racisme, la phallocratie, les abus de pouvoir, les dictatures et leurs crimes, et bien d'autres thèmes encore jugés dangereux par le gouvernement au pouvoir. Afin de ne pas risquer une fermeture administrative, Mitch préfère les cacher. Mais cette pièce secrète est aussi une aubaine pour son deuxième projet. Il veut résister et ne pas laisser le gouvernement rogner encore sur leurs droits à tous. Il ne s'est pas battu pour l'avortement, ni pour les étudiants, mais là il doit se rebeller publiquement, et ce, même si c'est dangereux. Il a l'idée, après une étude minutieuse du texte de loi HB 1467, de louer ses livres interdits. Il va donc devoir se lancer au risque de se faire dénoncer. Il va commencer avec certains de ses habitués, comme M. Venner, un professeur de violon au conservatoire, un homme courtois et érudit en qui il pense pouvoir placer sa confiance, et Mathilde, une étudiante en pharmacologie de 25 ans. C'est avec elle qu'il va faire évoluer son projet révolutionnaire de petite envergure en projet de lutte nationale. À force de discussions autour d'un verre, d'un repas ou sur l'oreiller, Mitch pense à organiser des événements avec des étudiants. La rencontre fortuite avec son ancienne professeure de lettres, Madame Alterto, termine de clarifier le projet dans sa tête. Il convoque ses clients, /amis, /complices, autour d'un repas et leur expose son plan d'action. Il va organiser des lectures de livres interdits dans la bibliothèque secrète plusieurs fois par semaine. Madame Alterto s'occupera de la lecture et explication de texte, Monsieur Venner de l'ambiance grâce à sa maîtrise de la guitare espagnole,
et Mathilde de la diffusion et organisation des réunions grâce à son réseau universitaire et social. Tout commence bien jusqu'à ce qu'un jour Mitch soit arrêté, menotté, jugé par le procureur Salinas et condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir voulu faire circuler des livres interdits auprès des jeunes influençables. À son procès, pas un de ses amis n'est là et durant ces années de prison, pas une seule visite. Mitch est déçu mais pas vraiment surpris. À sa sortie 5 ans plus tard, Mitch tente de reprendre le cours de sa vie. Comment va-t-il y arriver? Ses anciens clients reviendront-ils? Quelles excuses lui inventeront-ils pour expliquer leur absence? Leur pardonnera-t-il? Comment est la société 5 ans après? Parallèlement, nous rencontrons Anna, une jeune femme pleine de vie qui travaille comme serveuse dans la brasserie haut de gamme aux Trois Cousins. Ce restaurant est la cantine du commissaire principal Jabert, un homme sec et vil qui est persuadé que son poste le protège de tout et surtout lui permet tout. Un soir, il s'en prend à Anna. Mais en le faisant, ce qu'il ignore, c'est la nature vengeresse et volontaire de l'intéressé. Voulant le faire payer à minima au vu de son agression, elle empoisonne son plat, espérant le rendre bien malade. Mais ce qu'elle a pris pour des ammonites phalloïdes était en réalité des Galerina marginata, des champignons 6 fois plus toxiques. À l'annonce de sa mort, elle a fui au Canada pour pouvoir revenir plus tard concrétiser son rêve de restaurant. Mais juste avant son vol, elle achète sur recommandation un Q84 de Murakami dans une librairie. 5 ans se sont écoulés depuis son départ. Alors à son retour, arrivera-t-elle à ouvrir son restaurant? Sur le chemin, recroisera-t-elle Mitch et sa librairie? À vous de parcourir les pages de ce roman pour obtenir vos réponses. Une belle surprise, une histoire riche et bien amenée avec un cheminement prenant. Une lecture qui m'a tenue en haleine jusqu'à la toute fin avec un coupable que je n'ai pas une seule fois suspecté. J'adore. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 13 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.